À un moment, quand j'étais au Canada, ici, il y a une anecdote, c'est qu'il y a un ami avec qui on parlait. Puis à un moment, il m'a dit, ah, bah, j'arrête mon boulot, je vais arrêter mon boulot, je vais changer. Puis moi, je me suis dit, waouh, j'avais encore le mindset d'enfance. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, mais genre, tu peux pas changer comme ça. Puis il m'a dit, le domaine, tu voulais aller genre vétérinaire. Je me suis dit, mais tu vas jamais y arriver. Je veux dire, les gens vont te dire, mais ils vont regarder ton CV, ils vont voir ton passé. Tu vas pas pouvoir faire la transition facilement comme ça. Et c'est là la première fois qu'il m'a expliqué que ben non, en fait, tu peux te former, tu peux te faire, etc. Et il y a des programmes et les gens, ils facilitent beaucoup ici par rapport à ça. Et là, on a rencontré José et sa fille, Karine. On a bien accroché. On a décidé d'investir à Sherbrooke avec mon partenaire Christophe. Et la semaine d'après, elle nous a appelé en nous disant, on a un propriétaire qui veut vendre 9 logements. Est-ce que vous êtes intéressé? On a acheté le bloc et c'est ce bloc-là qui m'a lancé ma carrière d'investisseur immobilier. Wow. Pourquoi? Parce que au lieu de me concentrer sur un problème, je me suis concentré sur une solution. Salut, ici Uriel Bigot, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'interviewe des entrepreneurs dans différents domaines, en l'occurrence dans l'immobilier aujourd'hui. Julio, comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien, merci de m'inviter Uriel. Excellent, excellent. Julio, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur qui tu es pour que mon audience apprenne à te connaître? Très bien, bien sûr. Moi, je m'appelle Julio Kimfoko. Je suis né en Italie, mes parents ont immigré en France, là où j'ai fait mes études, ma scolarité, là où j'ai grandi. Et vers l'âge de 26 ans, après avoir terminé mes études, je suis parti au Canada. Et c'est là où j'ai commencé à faire mon premier boulot. Après mon premier boulot, j'ai vu l'importance et j'ai vu les opportunités que offrait le Canada, qu'ils offrent toujours. Et de là, j'ai commencé j'ai acheté mon premier bien. Et de là, après, j'ai acheté mon premier investissement. Et c'est de là que tout s'est enchaîné. Et du coup, c'est une aventure qui a démarré, qui se passe très bien aujourd'hui. Pourquoi le Canada? En fait, ce qui s'est passé à l'époque, quand j'étais en France, quand j'ai terminé mes études, la situation n'était pas très facile. Je sais pas si tu as connu ça. C'est-à-dire la loi Guéant? C'est ça. En gros, j'ai rien contre la France. Je trouve j'ai des bonnes opportunités là-bas. Mais quand j'ai fini mes études, au niveau de la licence, je voulais continuer pour faire mon master. Et j'ai pas trouvé d'employeur, j'ai pas trouvé d'opportunité. Et j'ai voulu trouver un emploi. Et j'ai absolument rien trouvé. Donc après, je me suis dit, ok, d'accord, je vais essayer de partir dans un pays où il y a des opportunités, où il y a la possibilité d'apprendre une nouvelle langue, il y a aussi du français, des opportunités, et où je peux avoir une expérience humaine. Donc au début, il y avait le Canada, l'Australie, et j'avais aussi le Congo, de là où je suis originaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, j'ai lancé mon CV un peu dans les trois places que je t'ai dit. Et le Canada a répondu, Montréal. Wow. La France, c'est extraordinaire en termes d'opportunités, dans le sens où il y a un très bon système éducatif. Bien sûr. Une fois que tu as fini tes études, en fonction de là où tu as fait tes études, tu peux rentrer dans le marché du travail à différents niveaux. Moi, ce que j'ai trouvé plus difficile, c'est la progression. Parce que si tu n'as pas fait certaines écoles ou certaines zones ou certaines formations, rapidement, tu vas atteindre un certain plafond de verre. D'accord. Mais l'autre élément aussi, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus mature comparé par exemple au Canada qui est beaucoup plus jeune et donc forcément je trouve qu'on a plus d'opportunités ici que là-bas. Mais si j'ai à choisir entre les deux, je te le dis sans aucune hésitation, ma retraite c'est en France, mais ma vie professionnelle ce sera ici. Donc je comprends tout à fait le move que tu as fait. Et quand tu es arrivé ici, tu es allé dans quelle ville? Quand je suis arrivé ici, c'était Montréal qui avait répondu tout de suite. J'ai trouvé un boulot qui était dans l'IT, dans l'informatique, c'était orienté vente et je suis arrivé à Montréal. Ok. Donc, tu as étudié en informatique, tu arrives à Montréal. Comment tu passes du fait d'être dans l'informatique à te dire, je vais commencer à investir en immobilier? En fait, à la base, j'ai pas étudié en informatique. J'ai étudié, en fait, c'était des études générales, même limite avec une touche marketing. C'était un diplôme européen d'études supérieures en marketing. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé l'opportunité, mais c'était dans le cadre de vente de logiciels informatiques. Donc, c'était un call center. C'était vraiment un centre d'appel. Ouais. Donc, you gotta pay the bills. Exactement. En fait, c'est ça. C'est que quand tu arrives à Montréal, quand tu arrives au Canada la première fois, il y a toujours ce truc qu'on dit qu'il faut ton premier job, en gros, d'entrée. Sauf pour des personnes qui ont vraiment un métier un peu spécifique. Il faut un peu ce premier boulot-là pour commencer déjà à centre d'appel ou travailler dans un magasin, quelque chose comme ça. Donc, moi, c'était ma porte d'entrée, en fait. Aller chercher la première expérience qui fait que tu valides ta capacité à t'intégrer. C'est ça. Et je trouve que c'est la bonne façon de commencer. Quand tu arrives ici, moi, personnellement, quand je suis arrivé, j'avais pas mal géré des gros projets en France. C'est ce qu'on appelle un gestionnaire de projet senior. D'accord. Mais j'ai été OK de prendre un boulot de gestionnaire de projet junior ici
parce que c'est la seule chose qui s'offrait à moi. Mais une fois que je l'ai fait derrière, j'ai pu faire mes preuves et progresser. Donc, tu as commencé dans un contact center et ensuite? En fait, dans le contact center, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà vu, parce qu'à la base, quand je suis venu, le but, c'était de faire, on va dire pas une année sabbatique, mais c'était de faire une expérience professionnelle pour pouvoir me dire que quand je rentre en France, ben, j'aurai plus d'expérience. Un bagage. Voilà. Et sur le plan humain aussi, c'est de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et c'était de me dire que si j'avais l'opportunité d'apprendre une autre langue comme l'anglais, alors là, super, parce que ça m'aura donné un avantage en plus en France sur le marché du travail. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu les choses stratégiquement. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai fait cette première année-là et j'ai vu déjà les opportunités qu'il y avait en termes de travail, tout ce qui était évolution, même reconversion. Ce que j'ai noté ici, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, admettons qu'ils ont été boulangers toute leur vie, en 1 an, 2 ans, avec des formations, ils peuvent tout de suite changer pour rentrer dans l'informatique ou être vétérinaire ou des choses comme ça. Je me suis dit, waouh, chose qui est moins fréquente là-bas et c'est la clé au fait. C'est que je pense que dans ce pays, tu n'as pas d'excuse pour ne pas booster ton revenu. Tu n'as pas d'excuse simplement parce que tu as toujours la possibilité de te reconvertir. Exactement. J'ai le souvenir de ma femme qui, lorsqu'elle est arrivée ici, elle avait un salaire qui était plutôt modique, on va dire. Okay. Et pendant sa grossesse, elle est allée chercher un diplôme, aller chercher une formation parce qu'elle avait déjà en tête qu'à son retour, elle allait aller chercher un meilleur emploi et donc un meilleur revenu. Je pense que si tu vis au Canada, tu n'as pas d'excuse pour ne pas avoir, par exemple, un revenu de 100 000. Simplement parce que si tu mets le temps, tu vas chercher les bonnes formations, tu vas te reconvertir dans les bons domaines, tu es en mesure de péter des plafonds de verre. Exactement. Je connais un de mes clients qui, au début, il était contact center informatique aussi. Puis progressivement, avant le Covid, quand on a eu l'opportunité quand le gouvernement a offert des primes pour ceux qui voulaient partir dans la santé, il s'est fait former aux frais du gouvernement dans la santé. Il a un salaire aujourd'hui de base de 75 000, mais avec les heures supplémentaires qu'il fait, il est constamment au-dessus de 150 000. Quelqu'un qui, à la base, avait un emploi qui tournait autour de 30-40 000. Je ne conçois pas que tu sois au Canada et qu'au bout de 10 ans, tu n'aies pas encore pu exploser tes revenus. La seule chose que tu as à faire, c'est de comprendre que tu dois aller te former, chercher l'éducation, avoir les bonnes personnes autour de toi et saisir les opportunités qui vont forcément se présenter à toi si tu te mets sur le chemin de l'opportunité. Et comment tu fais ça? Tu vas chercher l'éducation qui va te permettre d'avoir les compétences. Parce que si tu as les compétences, il y aura toujours quelqu'un qui est prêt à payer pour avoir accès à ces compétences. Ici, il facilite vraiment beaucoup. Et même quand tu pars avec une connaissance du terrain qui est quasiment nulle. Parce qu'ils se disent qu'à partir du moment que tu as la volonté, le courage et même le mindset, ils vont même préférer te prendre toi plutôt que quelqu'un qui a de l'expérience mais qui n'a pas forcément le mindset. Parce qu'ils se disent que lui, c'est un investissement. Et au bout d'un moment, on aura ce retour sur investissement. Mais c'est marrant ce que tu me dis parce que à un moment, quand j'étais au Canada, ici, il y a une anecdote, c'est qu'il y a un ami avec qui on parlait. Puis à un moment, il m'a dit, j'arrête mon boulot, je vais arrêter mon boulot, je vais changer. Puis moi, je me suis dit, waouh, j'avais encore le mindset d'en France. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais genre, tu peux pas changer comme ça. Puis il m'a dit le domaine qu'il voulait aller, genre vétérinaire. Je me suis dit, mais tu vas jamais y arriver. Je veux dire, les gens vont te dire, ils vont regarder ton CV et puis ils vont voir ton passé. Tu vas pas pouvoir faire la transition facilement comme ça. Et c'est là la première fois qu'il m'a expliqué que non, en fait, tu peux te former, tu peux te faire et il y a des programmes et les gens ils facilitent beaucoup ici par rapport à ça. Et donc c'est là que j'ai appris que tu peux te reconvertir plus facilement. Donc je reviens sur le boulot que je faisais dans l'IT, dans le commercial. C'était un permis fermé que j'avais à la base. Donc ça durait 1 an et demi. À la fin de ces 1 an et demi là, j'étais à Montréal. Et le truc, c'est qu'à Montréal, je trouvais que mon anglais, il n'avait pas progressé. Alors que moi, à la base, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans mes objectifs, il y avait expérience humaine, langue, donc anglais, travail. J'ai dit, OK, d'accord, l'anglais va pas assez vite et vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais accélérer ça. Il y avait Toronto on me parlait souvent de Toronto. Et c'était anglophone. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais tenter l'aventure, je vais partir à Toronto. Quitte à être parti de France, quitte à être sorti de sa zone de confort, maintenant, il n'y a plus rien qui me retient. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à Toronto et puis j'ai eu la chance d'avoir un ami qui travaillait déjà dans un boulot gouvernemental. Donc, il m'a fait rentrer, j'ai fait mes entretiens. Et pour te décrire aussi encore la mentalité anglophone, mon anglais était quasiment nul. Permets-moi de faire une pause sur ce que tu viens de dire. Tu as un ami qui t'a fait rentrer. C'est important parce que
il faut que les gens comprennent que dans ce pays, la meilleure façon de réussir quoi que ce soit, c'est à travers les gens que tu as autour de toi. Exactement. Le réseau. En fait, tu peux envoyer un CV à 10 boîtes. Je me souviens encore, mon premier emploi, j'ai envoyé des CV à plusieurs boîtes, dont une qui est belle, où est-ce qu'on ne m'a jamais appelé, on m'a jamais rappelé. Et le mois d'après, je me suis souvenu que j'avais un pote à moi avec qui j'avais travaillé en France, qui travaillait dans cette boîte. Je lui ai donné mon CV. La semaine d'après, j'avais un appel. La semaine d'après, je commençais à travailler dans la même boîte qui, au passage, ne m'avait pas rappelé un mois plus tôt. Simplement parce que la manière d'entrer était de passer par quelqu'un qui a vouch pour moi, qui a dit non, ce gars-là, il est solide. Et donc, forcément, ils sont plus enclins à tenter l'aventure avec quelqu'un qui est recommandé par quelqu'un d'autre que avec quelqu'un qui arrive out of the nowhere via un CV envoyé sur un site web. On dit souvent que your network is your net worth. Ton entourage, ton réseau, les gens avec qui tu traînes, c'est prédominamment important pour que tu réussisses ici. Okay. Super important. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que les recommandations, les références, c'est ce qui marche aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'en général, on dit souvent un truc, c'est que la main droite n'ignore pas ce que la main gauche fait. Donc en général, quand tu vois quelqu'un, je le vois maintenant en immobilier, quand tu vois un professionnel, quelqu'un qui travaille très bien, si par exemple c'est un entrepreneur général qui a affaire souvent avec un électricien, moi je pars du principe que en général, ils ont à peu près la même qualité de travail. Mais c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui est très, je l'ai vérifié, je l'ai testé, on va en parler tout à l'heure. Quand il y a quelqu'un qui fait un travail médiocre et qui te recommande quelqu'un d'autre, en général, ils sont liés. En fait, ils sont vraiment liés. Donc, voici ce qui s'est passé. Donc, il m'a recommandé et je suis rentré dans ce job-là. Et dans ce boulot-là, je travaillais et j'étais très content. Et c'était, en gros, avant que je rentre dedans, c'était le Graal. C'était le gouvernement, les payes. Maybe, baby! C'est ça. Donc, c'était vraiment le Graal. Je me suis dit, waouh! Et très vite, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que j'ai monté en paye. J'ai monté encore en paye, etc. Mais c'est bizarre, mais je trouvais qu'il y avait des limites. Déjà, je me posais des questions avant. Je me suis dit, mais en fait, je vais faire ça jusqu'à 65 ans quand même. Mais j'en aurais toujours besoin de cet argent-là. Je veux dire, quand tu travailles, déjà, j'ai réalisé qu'il n'y a pas un boulot que tu fais qu'au bout de 3, 4, 5 ans, tu vas dire, OK, c'est bon, je peux retraiter. Je me suis dit, mais en fait, je travaillais fort et puis c'était un boulot où je pouvais faire beaucoup d'heures. Autant que tu voulais. Donc, je faisais des heures, etc. Et déjà, je me suis dit, OK, d'accord, il y a déjà des limites, mais je continue à travailler et puis je me donnais le temps. Et au fur et à mesure, à ce moment-là, j'ai rencontré 2 personnes qui ont changé vraiment mon mindset et ma vie. C'est des gens qui travaillaient dans ce boulot-là et dont un qui est resté mon mentor jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont donné des conseils en immobilier. Donc, d'où la transition de là où je travaillais, fur et à mesure comment je suis rentré dans l'immobilier. Donc, dans ce boulot-là, j'avais rencontré une personne, je ne pourrais pas dire son nom, mais il me donnait des conseils. Il me disait, voilà, tu sais, quand tu reçois ton argent, voici ce que tu dois faire, etc. Et plus je lui parlais, plus il me donnait des conseils. D'accord? Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il connaissait vraiment beaucoup de choses. Et moi, mon désir, en bout de ligne, c'était d'atteindre l'indépendance financière. C'est d'atteindre la liberté et pas non plus à travailler jusqu'à 65 ans. La plupart des gens pensent que juste avoir un bon boulot, c'est ce qui va les amener à la liberté financière en ayant un bon boulot, en mettant un peu d'argent dans leur REER et en épargnant. Alors que la réalité, c'est que la seule façon d'être libre financièrement, c'est d'avoir des actifs qui travaillent pour toi, pour que toi, tu n'aies pas à travailler. Et la seule façon d'avoir des actifs, c'est d'investir, soit en immobilier, soit en bourse, peu importe ce qui vous drive. Nous, c'est l'immobilier. Mais la réalité, c'est que si tu n'achètes pas des choses qui te génèrent de l'argent, tu ne seras jamais libre financièrement. Et peu importe le salaire que tu as, peu importe le grade que tu as, peu importe l'épargne que tu accumules, la seule façon pour toi de devenir libre financièrement, c'est d'acheter des soldats qui, eux, vont travailler à ta place. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu des personnes aussi, parce que j'ai côtoyé pas mal de personnes, parce que j'ai le contact assez facile avec les gens. Et beaucoup de personnes me disaient, même avec des salaires, des hauts postes, ils me disaient, Julio, tu sais que même quand tu as un gros salaire et que tu penses que tu as mis de côté, si jamais tu manques 1 ou 2 mois de travail, tu le sens très rapidement, tu le sens très facilement. Si aujourd'hui tu as un gros salaire, le plus gros danger est de penser que ce salaire-là va être le chemin qui va t'amener à la liberté financière. Parce qu'en réalité, cette sécurité apparente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle t'enlève ce désir d'explorer d'autres avenues qui sont celles qui en réalité vont t'amener à la liberté financière. Exactement. Ce que tu devrais justement faire si tu as un revenu très élevé de plus de 100 000 par exemple, c'est constamment travailler à réinjecter ces revenus-là dans des actifs
dans des bâtiments, dans du locatif qui, lui, va venir te générer des revenus pour que tranquillement, au fil du temps, ces revenus viennent remplacer ton emploi. Je te conseille de garder ton emploi. Je te conseille de continuer à travailler parce que c'est la base aussi. Ça te donne une capacité d'emprunt qui te permet d'aller emprunter. Mais c'est de comprendre que la finalité n'est pas de travailler pour quelqu'un d'autre, mais de travailler pour soi et de construire son avenir et non l'avenir de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est aussi une bonne façon de dire aussi que pour ceux qui regardent, par exemple, aujourd'hui, qui disent que oui, mais j'ai un emploi, alors peut-être que vous critiquez ou peut-être que vous n'aimez pas ceux qui ont un emploi. En fait, moi, j'ai rien contre ceux qui ont un emploi parce que j'ai commencé par là. C'est là que j'ai bâti mon premier capital pour acheter mon premier bien. Et c'est là que tu fais tes plans. Puis les banques, quand ils vont venir te voir, ils vont pas dire, OK, t'as pas de boulot parce que t'as un mindset d'entrepreneur. Non. En fait, c'est que t'as besoin de cet emploi-là. Donc, si vous avez un emploi, c'est pas mal aussi longtemps que vous avez un plan qui vous permet de mettre votre premier plan et que vous réinjectez dans votre système. Je conseille à tous mes clients de conserver leur emploi jusqu'au stade où est-ce qu'ils sont en mesure de générer leur salaire annuel sur une transaction immobilière. Exactement. Moi, ça a été le point de déclic quand j'étais en mesure sur une transaction immobilière qui m'a pris un bon 3 mois de travail de générer l'équivalent d'1 an de salaire. Là, je me suis dit que je suis prêt à partir. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ce stade-là, tant que tu n'as pas été en mesure de comprendre la vélocité de l'argent, de comprendre comment tu peux générer du cash avec l'immobilier. Et je parle pas ici d'un 100 ou 200 dollars de cash flow. Là, je parle vraiment d'aller chercher les gros montants, des 100 000, des 150 000 au refinancement ou en vendant un bâtiment ou en faisant des flips. Personnellement, je ne suis pas dans les flips. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus d'argent avec de la détention, en faisant des bons refinancements et en créant de la valeur ajoutée dans des optimisations de bâtiments. Ben, la seconde où tu es en mesure de commencer à générer ce genre de montant, là, tu peux envisager de quitter ton emploi. Mais tant que tu ne l'as pas fait, stick to your job et assure-toi de conserver cette capacité d'emprunt qui, elle, va t'ouvrir les portes du financement. Exactement. Va t'ouvrir les portes du financement alternatif d'ailleurs. Il va aussi t'ouvrir les portes pour aller chercher encore plus de crédit auprès des banques pour acheter des actifs. Exactement. D'ailleurs, sur l'exemple que tu as donné là, qui est très bon, c'est que malheureusement, tant que tu n'as pas sorti un peu de ce cadre de l'emploi pour un peu investir, tu peux pas voir la puissance de l'investissement immobilier. Et ça te fait voir à quel point ton salaire, pas insignifiant, mais à quel point tu ne peux pas juste te reposer là-dessus. Quand tu vois ce que tu peux faire derrière, juste avec l'exemple que tu as donné, tu dis, mais pourquoi est-ce que je mettrais toute ma vie en fait là-dedans? Est-ce que ce serait pas un risque? Donc, une fois que tu vois la puissance de l'immobilier ou de l'investissement en général versus ton salaire ou ton emploi, c'est là que tu te rends compte que, mais en fait, limite, c'est dangereux de me reposer que sur ce salaire-là. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui te regardent ou qui nous regardent, qui se disent que c'est risqué d'avoir des investissements. Mais derrière, je me dis, mais en fait, guys, quand vous allez de l'autre côté, c'est risqué d'avoir un seul boulot ou d'avoir un salaire, quel que soit le salaire. C'est risqué de reposer que là-dessus. Le challenge, c'est que les gens voient beaucoup les dangers qui sont à court terme et voient très peu les dangers qui sont à long terme. Être un employé toute ta vie est la chose la plus dangereuse que tu peux faire parce que tu n'as qu'une seule source de revenus. Tu dépends d'un pay stub qui tombe toutes les 2 semaines et le jour où est-ce qu'on te le retire, tu n'as plus rien. Et peu importe le niveau de revenu que tu as, le jour où ton employeur décide d'annuler ton numéro d'employé dans la compagnie, tes rentrées d'argent s'arrêtent. Et c'est pour ça que tu dois avoir d'autres sources de revenus. Et c'est pour ça que tu dois diversifier tes sources de revenus en investissant dans autre chose que ton emploi. Le vrai danger, c'est de ne pas changer. Ça. Le vrai danger, c'est d'assumer que la sécurité actuelle va être la sécurité sur le long terme. Le vrai danger, le vrai risque, c'est de ne pas bouger de là où tu es pour aller chercher d'autres opportunités qui, en réalité, vont simplement venir simplifier ta situation. Je pense que ne pas investir est un vrai danger, au fait. C'est vraiment, clairement, c'est un danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois un peu tes ouvrages, je vois tes vidéos. Ça permet aussi de personnes aussi d'enlever leur peur, de donner des outils, de donner du mindset. Parce que la technique en elle-même, on peut la trouver, ça se trouve. Mais c'est le mindset qui permet de passer cette barrière-là, d'aller au-delà de ce que tu penses, des peurs que l'on a. Il y a un truc que tu as dit qui est vrai, c'est que l'être humain, il est plus basé sur le court terme. Et j'ai lu un livre récemment là, je suis en train de le lire, qui s'appelle Atomic Habits, qui dit que c'est la nature humaine. Donc c'est pas une question, c'est pas un truc individuel que tu n'es pas bien ou je ne suis pas bien. C'est la nature humaine. On est plus drivé sur des résultats à court terme. Mais tout ce qui est court terme est néfaste par rapport aux résultats que tu vois à long terme. Et malheureusement, sur le court terme, les résultats sont plus gratifiants sur court terme, mais tu souffres avec le long terme.
Or que quand tu fais des bonnes décisions comme l'immobilier, tu serres un peu la ceinture sur le court terme et les résultats sont à long terme. Il y a tellement de choses comme ça. Tout a un prix dans la vie. Mais oui. Tu payes forcément d'une manière ou d'une autre. Quand tu vas chercher une gratification à court terme, tu abandonnes le gain à long terme. Quand tu abandonnes le gain à court terme, tu t'autorises à avoir un gain à long terme. Puis je pense que il n'y a rien de bien qui se fait dans le court terme. Tout se fait dans la durée. Tout ce que tu fais de bien dans la vie vient avec le temps. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est important, qui est en réalité le plus gros multiplicateur de richesse, le plus gros enabler de richesse, c'est le temps. La raison pour laquelle on conseille d'investir jeune, c'est parce qu'en réalité, quelqu'un qui va commencer à investir en immobilier jeune ou en bourse jeune a beaucoup plus de chances de finir beaucoup plus loin que quelqu'un qui va investir massivement plus tard. Parce qu'en réalité, il a un avantage que n'a pas l'autre qui est le temps. Exactement. Le temps est le plus gros multiplicateur de richesse. Et justement, si tu as un emploi aujourd'hui avec un bon revenu, tu te dois de t'en servir pour t'acheter du temps. Exactement. Investir, c'est ce que c'est. C'est se dire, j'abandonne de l'argent que je vais aller remplacer, que je vais aller échanger contre quelque chose qui va m'apporter plus de temps. Parce que la réalité, si tu n'investis pas aujourd'hui, quand tu vas être à la retraite, tu vas devoir travailler ou galérer. On nous a souvent dit, travailler, épargner, puis après vous allez vivre la vie. Mais en réalité, si tu travailles, tu épargnes, tu vas galérer. Il faut que tu travailles, que tu épargnes, que tu investisses. Et ensuite, maintenant, tu peux en profiter sur le long terme. Mais j'ai appris aussi à me méfier des gens qui disent travailler, parce qu'il faut voir eux-mêmes comment ils sont, dans quelle position ils sont. Il y a des gens qui disent travailler, eux-mêmes ne le font pas forcément. Donc, c'est toutes ces choses-là que j'ai vues. Et c'est là que je me suis dit, ben, c'est ça, investir, c'est un effet cumulé. Parce que bon, il y a des gens comme nous, comme toi, qu'on peut être considéré, parce que j'ai déjà été considéré comme agressif dans l'investissement, parce que, mais encore cette année? Ou, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est considéré comme agressif, mais c'est pas obligé d'être en mode Uriel ou Julio. Tu peux le faire un petit, mais c'est l'effet cumulé qui va être important. C'est l'effet cumulé qui va le faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as vu que j'ai, par exemple, 16 appartements en 3 ans, etc., que tu dois te mettre sur la même base. C'est comme tu le sens. Le danger, juste, c'est de rester sur un seul boulot et de rester là-dessus. Tu sais, l'expérience qui m'avait choqué, parce que là, on vient petit à petit dans mon histoire, on vient comment que je suis arrivé à quitter mon boulot et puis me mettre à temps plein dans l'investissement. C'est que il y a un truc, je pense, qui a choqué pas mal de gens, dans le bon comme dans le mauvais sens. C'était la pandémie. Donc, la pandémie. C'est blessing. C'est ça. Mais attention. C'est pas. C'est un blessing. Parce que là, je vois déjà peut-être qu'il y a des gens qui vont dire. Non, mais... la pandémie. Merci. C'est ça. Merci à la vie pour la pandémie. En fait, il y a deux façons de regarder les choses. Tony Robbins dit souvent, it doesn't happen against you, it happens for you. Les choses dans la vie n'arrivent pas contre toi, mais pour toi. Pour toi. Je n'ai jamais fait autant de cash que pendant la pandémie. Et encore, je compatis avec tous ceux qui sont décédés. Voilà, c'est ça. Je comprends qu'il y a eu des histoires difficiles. C'est ça, les pertes de boulot, etc. Ouais. Des pertes de boulot. Mais si on prend pas de recul, on avait un système monétaire qui était amené à faire anyway. Et la pandémie est arrivée un peu comme un électrochoc et a permis de voir certaines valeurs, notamment immobilières, exploser. On dit souvent que c'est dans les temps de crise qu'il y a les meilleures opportunités à faire. Mais la pandémie a été... mon patrimoine a juste explosé, mais encore une fois, parce que j'étais au bon endroit, au bon moment avec les bonnes compétences. Il y a toujours une part de chance dans la vie. Tu aurais pu choisir un autre pays. Tu as choisi le Canada. Donc, tu as eu la chance d'être ici. Tu as eu la chance d'être ici avant la pandémie, pendant la pandémie, après la pandémie. Mais surtout, le troisième élément qui est un facteur important, c'est que tu avais les bonnes compétences pour pouvoir saisir ces opportunités qui se sont présentées à cet endroit, à ce moment. La vie vous donnera toujours des opportunités. Les opportunités, il y en a plein. Mais la question, c'est est-ce que tu vas être la personne que tu dois être à ce moment-là pour être en mesure de les saisir? Est-ce que tu vas avoir le bon mindset à ce moment-là pour les saisir? Tu parlais tout à l'heure de la peur. Quelqu'un me posait la question là, exactement hier en me disant, mais Uriel, tu n'as pas peur quand tu fais ce genre d'investissement-là? Et je lui ai dit, si je te demandais aujourd'hui de traverser la route quand le feu est vert, sur le passage piéton, est-ce que tu auras peur? La réponse est non. Mais la réalité, c'est que quand tu étais tout petit, peut-être que tu avais peur. Qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui? C'est que tu as la connaissance et la compréhension de ton environnement qui fait que tu sais que quand le feu est vert, tu es en sécurité. Et donc, tu es plus confortable de le faire. Mais l'enfant que tu étais
beaucoup plus jeune, auraient eu peur dans cette même situation. Exactement. La seule chose qui a changé, ce n'est pas le feu vert, ce n'est pas le passage piéton, ce n'est pas l'environnement, c'est toi. C'est que tu as épousé une nouvelle identité qui fait qu'aujourd'hui, ce qui par le passé était difficile est devenu facile. Le but de tout ce qu'on fait, c'est d'étendre sa zone de confort. Le progrès, la richesse, puis votre situation financière n'est rien d'autre que le reflet de qui vous êtes. Exactement. Si tu veux être riche, deviens quelqu'un de riche à l'intérieur. Et pour être riche à l'intérieur, tu dois être en mesure de pouvoir gérer de plus en plus des choses de plus en plus compliquées. Si aujourd'hui, les problèmes que tu gères, c'est des problèmes de dizaines de dollars, ton compte en banque va sans doute ressembler à ça. Mais si tu gères aujourd'hui des problèmes de plusieurs millions, ton patrimoine ou ton compte en banque va ressembler à ça aussi. C'est ça. Donc, sois content quand la vie te donne des problèmes de plusieurs millions. Sois content quand tes locataires te donnent de la marge. Sois content quand tu as un gestionnaire qui fait de la marge parce que ça te force à gérer des problèmes de plus en plus gros. Et plus tu gères des problèmes de plus en plus gros, et plus tu étends ta capacité, ta zone de confort, et plus tu deviens confortable avec des choses difficiles, Exactement. et plus tu génères du cash. C'est aussi simple que ça, l'équation de la vie. Et du coup, c'est même par rapport à ça que tu fais, enfin, c'est là aussi l'autre forme de richesse parce que si jamais maintenant tu as résolu un souci, c'est ça qui maintenant la solution que tu as derrière va permettre de maintenant générer encore de l'argent en plus derrière ou maintenant t'adapter à certains soucis et maintenant prendre des raccourcis. Tu me disais quand on en parlait la dernière fois là, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on se rencontre là, mais c'est pas la première fois qu'on se parle, je veux dire, mais c'est que c'est à force de résoudre ce genre de choses-là que tu bâtis, que tu grandis et que tu grandis. Et tu sais, tu m'avais dit l'entrepreneuriat, c'est vraiment résoudre que des problèmes. That's it. Résoudre que des problèmes. C'est ça, tu résous des problèmes. Le pire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui a fait un schéma qui était très vrai, c'est que tu vas te lancer, tu as un problème. Tu résous, il y en a 2. Yeah. Tu résous ces 2 là, il y en a 4. Et tu dois être content quand la vie te donne des problèmes. Je parlais hier à mon directeur marketing. On avait un challenge, une page de conversion, puis il dit, non, Joe, be happy. Tu as un problème. Donc, ça veut dire que la vie te donne l'opportunité de résoudre quelque chose. Mais en plus, on sait c'est quoi la solution. Parce qu'on a les skill sets qui nous permettent de pinpoint le problème et de se dire, il est là le problème, voici comment on le résout. Qu'est-ce que tu veux d'autre dans la vie? Avoir des problèmes? Ou est-ce que la solution, tu la sais déjà à l'avance? Et tu sais que chaque fois que tu résous un problème, c'est comme un jeu vidéo. Chaque fois que tu résous un problème, tu passes au niveau d'après. C'est ça. Donc, en réalité, quand tu joues un jeu vidéo, tu es content de rencontrer le boss. C'est ça. Parce que tu sais que quand tu vas battre le boss, tu vas passer au niveau d'après. Life is the same. La vie, c'est la même chose. Faut que je fasse une nouvelle technique, faut que je fasse une nouvelle technique. Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait telle faiblesse là. Et quand tu gardes ça, c'est quelque chose qui est intégré maintenant pour toujours. Et maintenant, et c'est ton blueprint. Maintenant, ça devient quelque chose que tu es capable de faire à chaque fois. C'est ce que tu veux dans la vie. Et j'ai une vidéo que j'ai vue une fois sur Internet où est-ce que le gars dit « I don't want peace, I want problem ». J'ai vu celle-là. Je l'ai vu. Je veux pas la paix. En fait, je veux du chaos dans ma vie. Parce que la réalité, c'est la chose suivante. La différence entre les très grands et les moyens, ce n'est pas est-ce qu'ils ont des problèmes ou pas. C'est la capacité à pouvoir passer à travers ces problèmes-là en étant calm, collected and with poise. C'est ça. Je parlais à un ami il y a quelques jours, est-ce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'exploser dans sa vie. Je lui ai dit, remerciez la vie pour ces problèmes. Tout à l'heure, on parlait du Covid. Remerciez la vie pour le Covid. Remerciez la vie pour ce parent que vous avez perdu. Je sais que c'est dur, mais remerciez la vie pour ce conflit que vous avez. C'est ça. Parce que ça va vous forcer à développer une aptitude qui fait que la prochaine fois que ça va arriver. Aujourd'hui, je parlais à un proche de ma famille qui passe à travers un moment difficile. Et la réalité, c'est qu'il sait exactement ce qu'il doit faire. Tu sais ce que c'est qu'en Afrique, quand il y a des enterrements, c'est très compliqué, c'est très lourd émotionnellement, mais la réalité, il va passer à travers comme un champion parce qu'il est déjà passé 2 fois à travers. He's ready. Ce qui est arrivé par le passé, tout ce qui était arrivé par le passé était fait pour le mettre exactement dans la position dans laquelle il est aujourd'hui. Quand tu comprends que ce qui t'arrive dans la vie est là pour t'élever et non pour t'abaisser, tu embrasses les problèmes en te disant merci. Et ça te met dans un state où est-ce que tu es dans la gratitude, au fait. Exactement. Et quand tu es dans la gratitude, tout vient à toi, en fait. Donc, sans entrer dans l'exotérisme, mais je pense vraiment que peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, peu importe la difficulté que tu rencontres, peu importe le challenge que tu rencontres, tu as 2 façons d'approcher. Tu peux soit être comme ça et te plaindre et bitch about it, ou sinon, au lieu de whine et de te plaindre, te dire merci. Merci la vie pour ce challenge. Let's go get it. Exactement. C'est très bien dit. Des fois, on se rend pas compte, c'est que, comme je te disais aussi la dernière fois au téléphone, c'est que des fois, tu te demandes des choses et malheureusement ou heureusement, la vie te donne justement l'épreuve pour te qualifier pour ce que tu demandes.
Preach! Mais c'est vrai. Mais malheureusement, That's deep. c'est ça. Mais malheureusement, quand tu arrives devant, heureusement. mais c'est ça. Et des fois, il y a des gens, c'est parce que pourquoi je dis malheureusement, parce qu'il y a des gens, quand ils arrivent devant, maintenant ils refusent, ou ils veulent pas, etc. Mais mon ami, t'as demandé quelque chose. C'est là ton permis, c'est là ta qualification. C'était là le truc. Oui, mais là, j'ai des problèmes avec un tel. Ta femme, oui, mais t'as demandé une bonne femme maintenant. C'est ça maintenant l'épreuve. Faut gérer. J'ai demandé de l'immobilier. Ben, l'immobilier, si tout le monde demandait et qu'on leur donnait, ce serait trop facile. Je pense que dans la vie, personnellement, je suis croyant, je crois en Dieu, je suis chrétien. Moi aussi. Et je pense que quand tu demandes quelque chose qui est aligné avec le plan de Dieu, il y a 2 réponses, pas 3. La réponse qui n'existe pas, c'est non. Ça n'existe pas en fait. Il y a 2 réponses. C'est oui ou bien not yet. C'est ça. Mais si ce que tu demandes est aligné avec le plan que Dieu a pour ta vie, tu vas forcément l'avoir. Ouais. Soit tu vas l'avoir instantanément parce que tu es la personne qui est prête à le recevoir. Et on parle ici d'un shift identitaire. Tu dois devenir cette personne-là. Ouais. Ou bien, si la vie estime que tu n'es pas encore prêt à être cette personne, il va juste te dire not yet. Do the work. Fais le travail. Deviens cette personne-là. Pourquoi j'ai shifté? Mon plus gros investissement, le plus marquant, le plus déterminant, ça a été l'achat de mon premier 9 logements à Sherbrooke. Okay. Un bâtiment acheté à 750. Je connais les chiffres par cœur. On l'a amené à 1 920 000. Félicitations. On l'a refinancé déjà 2 fois. Là, il dit ça comme si c'était rien, là. Mais c'est énorme ce qu'il dit là. Attention. C'est ça qui est fun. C'est que, aujourd'hui, j'en parle encore avec un partenaire il y a 2 jours. Je suis en train d'acheter 2 bâtiments de 26 logements à Gatineau, 16 millions. Pour moi, c'est devenu genre easy. Puis je dis pas ça pour brag ou pour vous projeter une image qui est impossible à atteindre. C'est je suis devenu cette personne-là en passant à travers différentes transactions. Quand tu fais une transaction à 1 million, après tu en fais une à 2 millions, après une à 4 millions, la suite est logique, au fait. Ça vient naturellement. Exactement. C'est sûr que si tu n'as jamais acheté un duplex à 500 000, ce que je veux dire là peut paraître beaucoup. Mais la réalité, c'est que c'est mon premier duplex à 500 000 qui m'a permis d'acheter mon premier triplex, qui m'a permis d'acheter mon premier 4 logements, qui m'ont permis d'acheter mon prochain 9 logements et ainsi de suite. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai acheté ce triplex à la Prairie, on parlait tout à l'heure de la gestion des locataires. Ils m'ont rendu la misère. Je venais de rénover entièrement un logement. J'ai mis de belles cuisines Ikea. J'ai pris des mauvais locataires parce que je ne savais pas choisir des locataires à l'époque. En plus, c'était dans un creux. Important de bien choisir les locataires. Hein. C'était dans un creux. Okay. Et j'ai pris des locataires, une nouvelle cuisine. Ils lavaient leurs chiens dans l'évier. Ils ont bouché l'évier. Ils ont magané le logement. La locataire d'en bas, Julie et son mari, ils sont partis en laissant un bordel monstre dans le logement. Wow. Ceux de totalement en bas, ils étaient dans du marketing de réseau. Ils ont essayé de me vendre des produits. J'ai pas acheté. Puis derrière, il y avait un peu de jalousie aussi parce que mais c'est qui ce petit jeune j'ai déjà senti ça ouais. Puis moi puis en plus eux ils avaient essayé d'acheter la propriété chez l'ancien propriétaire, ça n'avait pas marché, moi je l'avais acheté. Donc j'avais un triplex avec ces 3 problèmes et je me suis dit je vais arrêter l'immobilier. Mais tu vois, ce qui m'a permis de continuer, c'est que chaque soir quand je revenais à la Prairie, je prenais la 15 et quand tu prends la 15, tu vois le skyline de Montréal, tu vois les tours au loin et souvent j'y allais la nuit donc je rentrais tard le soir. Et je ne passais pas assez de temps avec mes enfants à l'époque. Et je me suis dit, je suis en train de brûler du temps que je ne passe pas avec mes enfants, à me faire donner de la marde par des locataires. Je vais arrêter l'immobilier. Mais quand je prenais le pont, Jacques-Cartier en revenant et que je voyais Montréal au loin, je me disais, waouh, cette ville est belle. Et un jour, j'aimerais avoir On a tous eu cette vision un peu là, moi j'ai l'impression. Un jour, je veux avoir mon bâtiment, ma tour d'immeuble dans cette ville-là, qui va porter mon nom avec mon logo totalement, un peu à la Lex Luthor ou bien Avengers. Et je me suis dit, donc, si je veux en arriver là un jour, il faut que je continue à investir. Et donc, au lieu de regarder le problème, je regardais la solution. Quand tu as des problèmes avec les locataires, la solution, c'est quoi? C'est de prendre un gestionnaire. C'est de prendre quelqu'un qui a l'expertise que je n'avais pas à l'époque. Et donc, j'ai décidé d'aller chercher un gestionnaire d'immeuble. Mais j'ai réalisé que les gestionnaires d'immeubles, tu ne peux les avoir que sur des gros bâtiments en général. Donc là, je me suis dit, je vais acheter un gros bâtiment. Okay. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, regarder beaucoup de data et je me suis dit, la ville où à ce moment-là, c'était le plus intéressant d'investir, c'est Sherbrooke. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller investir à Sherbrooke. Je suis allé rencontrer d'abord des gestionnaires d'immeubles. Je suis allé sur place une journée avec mon partenaire. Okay. On a rencontré plusieurs gestionnaires d'immeubles. Et là, on a rencontré José et sa fille, Karine. On a bien accroché. Okay. On a décidé d'investir à Sherbrooke avec mon partenaire Christophe. Et la semaine d'après, elle nous a appelé en nous disant, on a un propriétaire qui veut vendre un 9 logements. Est-ce que vous êtes intéressé?
On a acheté le bloc et c'est ce bloc-là qui m'a lancé ma carrière d'investisseur immobilier. Wow. Pourquoi? Parce qu'au lieu de me concentrer sur un problème, je me suis concentré sur une solution. Ok. Au lieu de vouloir absolument avoir du pleasure, Mhm. j'ai accepté le pain. Exactement. Et c'est aussi simple que ça. Au lieu de me dire, je vais aller chercher la gratification à court terme en vendant ce bâtiment-là, j'ai tough, je suis passé à travers et je suis allé chercher la gratification à long terme qui fait que j'ai le parc immobilier que j'ai aujourd'hui. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté des épreuves que tu évites. Exactement. Tout ce que tu veux atteindre, le gap qu'il y a entre là où tu es et là où tu veux être, passe simplement à travers le fait que tu acceptes d'embrasser les problèmes que tu as devant toi, de devenir la personne qui est en mesure de les résoudre. Et dans le processus, tu vas devenir la personne qui va recevoir tout ce que tu veux avoir. Exactement. Allez-y. Exactement. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui était dans le livre Penser devenir riche, qui dit, qui est vraiment comme là où tu étais, c'est qu'ils disent que c'est là que des fois on teste aussi les braves, les vrais, c'est que le succès vient souvent sous la forme d'échecs.